Moi, j'ai 2 garçons qui ont eu la chance d'évoluer, qui évoluent encore aujourd'hui dans la LHJMQ. C'est vraiment une fierté, comme maman, d'avoir vu mes 2 garçons évoluer dans cette ligue-là. L'encadrement qui est fait du côté pédagogique pour mon fils est exceptionnel. On a un suivi là, comme parents, c'est très, très sécurisant. Je suis vraiment fière de voir mon fils évoluer sur l'aspect hockey, mais surtout sur l'aspect humain. Si c'était à refaire, je reverrais encore mes 2 garçons dans la LHJMQ. Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? Le gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi? Tout va bien aller. Logisco, Je peux pas aller au bureau, moi. plus de 6 000 appartements à Québec. Nous sommes le lundi 3 février. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver ce matin après cette grosse fin de semaine en termes d'actualité avec cette confirmation, bien sûr, de Donald Trump d'imposer des tarifs. C'est vraiment ce qui retient encore une fois l'attention. Aujourd'hui, on va en parler tout au long de l'émission. D'ailleurs, un peu plus tard, on va aller joindre mon collègue Jean-Philippe Robillard qui est aux États-Unis, juste au sud de la frontière, justement, où il a rencontré des gens, des entreprises qui seront touchées. De quelle façon ces gens-là s'organisent? Quelques témoignages à vous présenter. Ce matin, c'est Emma Guerrero-Dufour qui est avec moi en studio. Bonjour Emma. Bonjour Mathieu. Vous allez revenir justement sur cette nouvelle guerre commerciale qui est commencée entre le Canada et les États-Unis. Oui, voilà, c'est un peu la riposte qui se met en branle. Il y a des produits qui ont été choisis stratégiquement par le gouvernement fédéral pour être ciblés par des tarifs. Donc, 1200 produits au total, des aliments, des produits à vente contrôlée comme des cigarettes ou l'alcool, des vêtements ou encore des produits de construction. Et donc, on a ciblé vraiment des secteurs qui ont l'écoute du président américain ou des produits qui proviennent d'États républicains comme les fameuses oranges de la Floride. Aussi des produits pour lesquels les consommateurs canadiens vont avoir des solutions de rechange. Et donc, les tarifs vont entrer en vigueur. Demain, ça représente au départ 30 milliards de dollars de biens et le Canada prévoit dans un second temps élargir cette liste pour un total de 125 milliards de dollars additionnels. Donc, on voit quand même que le total des importations des États-Unis en 2023 se situait plutôt autour de 760 milliards. Donc, c'est quand même juste une fraction qui est ciblée. Le gouvernement Trudeau a aussi annoncé son intention de contester la décision des tarifs auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Et le président américain Donald Trump a annoncé qu'il allait discuter avec Justin Trudeau aujourd'hui. Oui, première discussion entre les deux hommes depuis la sermentation de Donald Trump, donc au mois dernier, au mois de janvier. On vous revient dans les prochaines minutes pour faire le tour justement de ce qui s'est dit dans les dernières heures à ce sujet-là. Pour l'instant, tiens, Olivier est avec moi. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Bon début de semaine. Commençons en parlant de la victoire de Montréal qui a complété une semaine parfaite. Ça s'est fait à New York. Ouais, elles avaient déjà 2 victoires en poche cette semaine. Et donc hier, il y avait troisième match contre les Sirènes de New York. Victoire de 2-1 pour la victoire de Montréal. Et c'est encore une fois Marie-Philippe Poulin, la capitaine, qui s'est illustrée avec un doublé dans le match d'hier. Elle avait aussi complété un tour du chapeau mercredi dernier. Donc, c'est 5 buts en 3 matchs cette semaine. Peut-être planifier une première étoile de la semaine dans la LPHF pour Marie-Philippe Poulin, mais ça a été donc une très, très bonne semaine pour les Montréalaises qui prendront une pause d'une semaine avant de revenir au jeu. Et donc, la victoire de Montréal plutôt trône au sommet du classement à nouveau. Donc, vraiment, là, c'est sur une belle séquence de 5 victoires consécutives. Inversement, aux insuccès du Canadien, il faut dire, pour l'autre équipe professionnelle de Montréal. Parlons-en parce que disons que hier, le Canadien ne s'est pas aidé dans cette course aux séries défaites aux dépens des Ducks d'Anaheim. Ouais, effectivement, contre une équipe qui était à la portée du Canadien de Montréal pour se sortir un peu de cette torpeur. Ils avaient 4 défaites consécutives. Et là, on débutait hier un voyage en Californie contre les Ducks. Et malgré le fait que le Canadien a pris l'avance 2-0 dans le match, ils ont cédé 3 fois de manière consécutive face aux Ducks pour perdre ce match 3-2.
5e défaite consécutive dans leur cas. Et on commence à voir de vieux plis là, qui ressortent là, des assignations en défensive qui ont été ratées dans le match d'hier. On les sent un peu à court aussi ces temps-ci là, lorsque le Canadien tire de l'arrière, alors que dans leur bonne séquence, le Canadien réussissait à générer malgré le fait qu'il tirait de l'arrière. Donc pour Martin Saint-Louis, il faut remettre les bottes de travail et puis retravailler tout ça et surtout cesser de se nuire dans les matchs. On l'écoute. Dans notre bonne séquence, on trouvait des manières de gagner. On se faisait pas mal. Là, c'est pas comme si on se fait dominer, mais on trouve des manières de perdre. T'sais. Fait que c'est... on va regarder ça encore, mais c'est d'avoir une équipe engagée qui amène l'effort, puis être connecté sur la glace des deux bords de la glace. Il faut parler de Patrick Laine qui a été cloué au banc en troisième période. Ses 2 buts marqués aussi en 40 secondes en deuxième période. Oui. Donc vraiment, là, il y a eu un petit problème. Et vous avez parlé de la course aux séries éliminatoires. Le Canadien a 53 points présentement, 6 points de retard sur la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires. Et ça, c'est en raison, entre autres, de la victoire des Red Wings hier, 6e consécutive. Et ce sont eux qui prennent le premier billet donnant accès aux séries éliminatoires. Le deuxième est entre les mains présentement et provisoirement des Blue Jackets de Columbus. Et Félix Auger-Aliassime, oui, a connu une belle fin de semaine en France. Deuxième victoire de la saison pour lui. Il était à Montpellier. Il a remporté cette finale. Donc, deuxième titre pour lui cette saison. Il avait remporté celui d'Adélaïde tout juste au début de l'année. Et ça se déroulait alors que le Canada disputait son duel face à la Hongrie à Montréal en Coupe Davis. Le Canada qui tirait de l'arrière 0-2 dans ce duel. Le double formé de Vasek Pospisil et Liam Draxl ont remporté leur match de double, ainsi que Gabriel Diallo contre Fabian Marosan en 2 manches. Et là, il y avait match ultime entre Alexis Galarneau et Martin Fucsovics. Malgré le courage du Québécois, c'est Fucsovics qui a eu raison de Galarneau en victoire en 2 manches de 7-6, 6-4. Ce qui veut donc dire que le Canada est éliminé du parcours de ce groupe mondial dans la Coupe Davis et relégué au groupe 1. Ce qui veut donc dire que il faudra se battre pour avoir une place dans ces processus qualificatifs qui donnent accès au final de la Coupe Davis. Je vous rappelle que le Canada avait triomphé en 2022 en Coupe Davis. Donc là, il faut dire qu'il manquait les meilleurs éléments. Félix Auger-Aliassime n'y était pas. Denis Shapovalov non plus. Mais quand même, c'est certain que ça déçoit un peu avec ce résultat final au Stade IGA cette fin de semaine. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Véronique, bonjour. Bonjour, Mathieu. Alors, encore un peu de neige attendue dans les prochaines heures? Hein? Oui, ça va être une semaine assez mouvementée. Oui. Un yo-yo côté température, puis de la neige. On en aura aujourd'hui, on en aura jeudi, puis il y a une possibilité de border dimanche aussi. Alors, on commence avec la journée d'aujourd'hui. Ça va se faire en 2 impulsions. On a émis des avis météo pour pas mal tout le sud du Québec. Ça veut dire que la 2e impulsion sera plus forte que la première. Ce matin, on a du flocon ici et là, un petit peu de bruine verglaçante, même par endroits, secteur de l'Outaouais. Donc, c'est très, très faible. On aura même un petit moment de répit là, au cours de l'avant-midi. Et par la suite, en après-midi, fin de journée, la 2e impulsion fera son entrée et c'est là où on ira chercher 5 à 10 cm. Donc, une dizaine de centimètres pour Montréal, pour l'Outaouais, 10-15 vers l'Estrie et 5 à 10 vers les Laurentides de la Mauricie en s'en allant vers Québec. Et une neige qui sera lourde, mouillée, limite les secteurs de la Rive-Sud, Montérégie, Estrie, là, peut-être un petit mélange de précipitations avec un peu de pluie là-dedans en après-midi, fin de journée. Donc, les températures seront à la hausse, 0-2, c'est ce qu'on aura, -4 à Québec. Pas de vent cependant, ou presque pas. Donc, c'est pas la poudrerie qui sera un problème, mais quand même, ça peut rendre les routes glissantes en après-midi, soirée, là, parce que ça va s'accumuler. Déjà, la nuit prochaine, ça va cesser et là, le mercure va rechuter. Alors, on sera tout près de -8, -10 la nuit prochaine. On conservera ces températures-là demain, mardi, où ce sera un petit peu plus venteux de l'ouest. Encore assez nuageux, quelques éclaircies, beau et froid pour mercredi et on ramène la douceur et encore un 5 à 7 cm de neige possible pour jeudi. Donc, une semaine assez active. Du côté de l'Abitibi, c'est des accumulations moindres là, de l'ordre d'à peu près 2 cm aujourd'hui. Un 5 à 10 pour le Saguenay, 5 vers le Bas-Saint-Laurent, 5 à 7 pour la Gaspésie, 3 à 5 pour la Côte-Nord. C'est une neige qui devrait commencer en cours de journée. Les températures se maintiennent entre -4 et -8, beau et plus froid pour demain. Territoire ontarien, variable vers Thunder Bay, un peu de neige vers Sudbury, Toronto, Windsor, surtout des nuages, un peu de bruine verglaçante possible, 3 à 5 degrés et 5 à 10 cm pour la région d'Ottawa. Un peu de bruine verglaçante ce matin
matin. La neige, c'est surtout en après-midi. Le maximum est de -1. Dans l'ouest, les avertissements de neige sont toujours là à Vancouver, mais on est sur la fin. 15 à 25, c'est ce qu'on aura reçu au total. Donc, ça s'estompe graduellement aujourd'hui. Près d'1 degré. Et ce sont les avertissements de froid qui dominent les prairies. Des températures maximales de -18 à -25. Oui, plutôt beau temps dans l'ensemble, mais refroidissement éolien très important ce matin. Merci Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Oui, ça va être le sujet qui va retenir l'attention au cours des prochains jours. Évidemment, cette imposition de tarifs douaniers de 25 % sur les produits en provenance du Canada, 10 % pour ce qui est de l'énergie. Ça va commencer dans quelques heures. En fait, c'est demain que ces tarifs seront en vigueur. Tout le monde cherche un peu des façons de, comment on peut essayer de ne remplacer les produits qu'on achetait aux États-Unis par des produits canadiens. Vous avez entendu la SAQ qui va retirer ses bouteilles de vin américain à partir de demain. Bref, il y a toutes sortes de mesures. Tout le monde cherche des solutions. Et moi, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, évidemment, pour plusieurs industries. Et tout le monde est en train de trouver des solutions, de se retrousser les manches pour travailler là-dessus. Exactement. Est-ce que ce sera en diversifiant, par exemple, les marchés, en misant sur les marchés européens, par exemple, ou encore en changeant la chaîne de production, en délocalisant les activités? Tout le monde se pose un peu la question actuellement. L'Association minière du Canada, pour sa part, dit qu'elle va explorer de nouveaux marchés. Le président et chef de la direction de l'association, Pierre Gratton, a déclaré que l'imposition de tarifs douaniers sur les minéraux et les métaux canadiens va à l'encontre de la sécurité nationale et des intérêts économiques des États-Unis. Du côté des producteurs laitiers, David Vins, président des producteurs laitiers du Canada, dit qu'il est préoccupé par les répercussions considérables des droits de douane quand même, et les répercussions qu'elles auront sur les consommateurs, les industries, mais aussi les deux économies, de part et d'autre de la frontière. Comme vous le disiez, donc la SAQ, les vins, bières seront enlevés des tablettes des régies des alcools de plusieurs provinces, au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve et Labrador. Il y a la classe politique qui appelle à l'action. D'ailleurs, hier, 2 ministres du gouvernement Trudeau étaient de passage, à Tout le monde en parle. Exactement. Les ministres fédéraux Mélanie Joly aux Affaires étrangères et François-Philippe Champagne, le ministre de l'Innovation et de l'Industrie, on les écoute. Ce qui va faire reculer le président, ça va être les Américains qui vont lui dire c'est assez. C'est la seule façon. C'est ça la vérité. Et donc, nous, ce qu'il faut faire, c'est de mettre de la pression tellement forte pour que les Américains disent « c'est assez ». Quand je dis la pression tellement forte, c'est que tout le monde se mette à acheter canadien. On décide de changer nos plans de voyage, on va pas aux États-Unis. Quand j'étais au Michigan, on est allé en Caroline du Sud, on est allé rencontrer des gens en Géorgie. Moi, je leur dis souvent, j'espère que vous êtes contents de nous voir parce que si ça va pas bien chez nous, vous allez voir que dans pas longtemps, chez vous, ça va pas bien aller non plus. Ils ont aussi appelé à l'unité entre les provinces. Dans les provinces, justement, il y a la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui a publié une tribune dans le National Post en fin de semaine où elle promet de continuer de son côté ses efforts diplomatiques. Elle prévoit retourner à Washington 2 fois de plus ce mois-ci, participer à des conventions de gouverneurs républicains, rencontrer des élus. Le premier ministre du Québec, François Legault, a publié une longue lettre dans laquelle il promet de faire le maximum pour rediriger les travailleurs qui vont perdre leurs emplois vers d'autres secteurs. Il mentionne notamment les nouveaux chantiers d'Hydro-Québec qui vont permettre, selon lui, de faire rouler l'économie de la province. Il y a quand même beaucoup de questions qui restent en suspens. Est-ce que les entreprises vont décider de carrément cesser leurs exportations aux États-Unis? Et qu'en est-il aussi de l'application des tarifs à la frontière? Comment ça va fonctionner exactement? On va avoir probablement la réponse dans les prochains jours à ces questions-là. Oui, on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup, Emma. Au revoir. Bonne journée. On va continuer sur le même sujet parce que c'est vraiment ce qui occupe les unes des différents quotidiens. Ce matin, c'est Gabriel Lemarquand-Perrault qui est avec nous pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Alors oui, les tarifs, c'est partout, que ce soit donc les articles qui nous informent de ce qui va se passer, de ce qui se passe, ou encore les prises de position dans les éditoriaux. Oui, si on commence par regarder les unes aux États-Unis, chez nos voisins du Sud, le New York Times ce matin titre « Privilégier la loi du plus fort pour les alliés comme pour les adversaires ». C'est une analyse publiée à la une du quotidien américain ce matin qui nous dit que si M. Trump fait rapidement reculer les pays ciblés en réponse à sa demande, eh bien, il y verra une sorte de validation de sa stratégie, mais dans le contraire, et si les tarifs douaniers entrent en vigueur, restent en place pour une période prolongée, eh bien, les consommateurs américains pourraient en payer le prix
sous la forme d'une augmentation des coûts de nombreux produits. D'ailleurs, le Washington Times, lui, ce matin, dit « Voici ce qui pourrait coûter plus cher avec les nombreux tarifs douaniers de M. Trump. » On parle entre autres de téléphones portables, vêtements, articles ménagers, des produits frais aussi, bière, jus de fruits, des véhicules, des pièces pour véhicules aussi. Maintenant, dans le Journal de Montréal, chez nous, ce matin, on titre le mot « stupide », mais avec le « e » en parenthèse. Donc, on voit cette traduction de l'anglais au français. Dans le Journal de Montréal, en pages 2 et 3, on peut lire aussi l'analyse de Guillaume Saint-Pierre, qui est chef du bureau parlementaire ici à Ottawa. Selon lui, le président a inventé une urgence nationale pour imposer des tarifs illégaux. Il cite aussi cet article du Wall Street Journal, très vénérable Wall Street Journal, qui n'a pas l'habitude d'être dur envers Trump. Il s'est permis une attaque en règle contre le président américain cette fin de semaine. Lui a reproché cette guerre commerciale, le journal qui a qualifié la guerre commerciale la plus stupide de l'histoire. Sinon, le Globe and Mail ce matin titre que Justin Trudeau et Donald Trump doivent discuter aujourd'hui après cette déclaration de guerre commerciale. Le Globe nous mentionne aussi que le UR, le dollar canadien, tombe à son plus bas niveau depuis 2003. Alors que des hausses de prix se profilent à l'horizon pour de nombreux biens de consommation. D'ailleurs, parlant de la baisse du dollar canadien, Mathieu, ce matin, dans la presse, on nous dit que les Américains sont nombreux à la station de ski Mont-Tremblant en raison de cette baisse du dollar canadien. Donc, la valeur du dollar avantage les visiteurs internationaux à la populaire station de ski des Laurentides. Donc, la dernière fois que la région de Mont-Tremblant a accueilli autant de touristes américains remonte à 2016, donc quand même plusieurs années de ça. Et depuis le début de l'hiver, les hôtels de la station de ski rapportent une augmentation de la clientèle américaine d'environ 5 à 10 %. Article de la presse à lire ce matin. À lire donc dans la presse, et voyez ce qu'on va surveiller, entre autres, ce matin, toujours en lien avec cette question des tarifs, l'impact sur les bourses, évidemment. Et en ce moment, ce que je peux vous dire à cette heure-ci, c'est que les principales bourses européennes chutent à l'ouverture des marchés en raison, évidemment, de cette annonce de l'imposition de droits de douane. Là, on parle de repli de plus de 2 % à Francfort et à Paris, un peu plus de 1 % à Londres. Donc, ce sera à suivre chez nous quand les marchés vont ouvrir un peu plus tard ce matin. Alors, on va changer de sujet, Gabriel, pour se parler de cet article de la presse. Vous nous en aviez parlé lorsque le premier article a été publié. C'est ce jeune couple donc qui présente des déficiences intellectuelles qui vivait depuis 2 ans dans le métro de Montréal. Ces gens-là se sont finalement trouvés un toit. Et c'est ce que nous apprend la presse ce matin, la chronique de Rima El-Khoury. Le couple qui a trouvé un toit chez Lise, qui est une maison de chambre de Longueuil, une maison de 130 chambres. Et la première chose que la jeune femme, Mélissa, a fait en arrivant à cette maison de chambre, eh bien, c'est d'appeler sa mère, dit la chroniqueuse ce matin. Ça l'inquiétait beaucoup que je sois dans la rue. Alors, Mélissa et son amoureux vivaient dans le métro depuis 2 ans. Le couple de sans-abri vit avec une déficience intellectuelle. Il ne demandait pas la lune, il demandait seulement un toit, dit la chroniqueuse Rima El-Khoury. Et cette histoire, dans le fond, le fait qu'ils ont trouvé une chambre à la maison de chambre chez Lise à Longueuil, eh bien, fait suite à cette enquête de la presse publiée il y a quelques semaines dont je vous avais parlé, Louis, à ce micro. Effectivement. Des enfants scolarisés à la maison, Gabriel, en raison de rupture de service. C'est ce que nous apprend un article du Devoir de ce matin. Oui, à la une du quotidien ce matin, alors des enfants qui sont scolarisés à la maison en 2023-2024, dit le Devoir, sur près de 1,3 million d'élèves à l'éducation préscolaire, à l'enseignement primaire et au secondaire. Il y en avait 2400 qui étaient en situation complexe, qui ont vaincu un bris de service entre le 1er novembre 2023 et le 1er mars 2024. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'un bris de service, c'est lorsqu'un élève voit son temps de présence à l'école réduit ou interrompu parce que le réseau scolaire ne peut pas répondre à ses besoins. On parle notamment d'élèves handicapés, mais aussi d'élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, ce qui fait en sorte que finalement, ces parents scolarisent leurs enfants à la maison, une situation qui préoccupe beaucoup d'experts selon le Devoir. Et puis en terminant, il y en a peut-être qui vont décider de ne pas aller aux États-Unis cet été, qui avaient peut-être ça dans les plans de voyage, qui vont regarder peut-être à voyager au Québec ou dans leur province. Et en tout cas, c'est ce matin qu'entrent en vigueur les rabais gouvernementaux sur le transport aérien régional au Québec. Et c'est ce que nous dit Pierre-Alexandre Bolduc dans un texte publié à la une de notre site Internet ce matin. Depuis minuit
aujourd'hui, le gouvernement offre des rabais. Les rabais qui varient entre 50 et 85 % sur les billets d'avion pour des vols entre différentes destinations régionales de la province. C'est la nouvelle mouture, si vous voulez, du programme d'accès aérien aux régions qui remplace cette fameuse offre de billets à 500 $ lancée en 2022. Et les gens, les personnes, les résidents du Québec vont pouvoir avoir accès à ces réductions tarifaires pour des vols, mais sans avoir à passer par Montréal ou par Québec. Donc, ça entre en vigueur aujourd'hui. Merci, Gabriel. Bonne journée. Bonne journée. Alors, on continue de parler de cette décision de Donald Trump d'imposer ses tarifs sur les produits canadiens importés aux États-Unis. Évidemment, on sent bien la grogne au Canada. Ça a certainement suscité des discussions autour de vous durant la fin de semaine. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes aux États-Unis. On va retrouver ce matin au Vermont mon collègue Jean-Philippe Robillard. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, ça va? Oui, ça va très bien. Vous avez passé quelques heures, donc depuis hier, vous êtes arrivé aux États-Unis dans l'État du Vermont. Les gens à qui vous avez parlé, avec qui vous aviez eu des discussions au préalable la semaine passée, il y en a plusieurs en tout cas qui sont mécontents de cette imposition des tarifs là, qui entre en vigueur demain. Oui, Mathieu, ça leur plaît pas du tout ce qu'a annoncé Donald Trump parce qu'il y a beaucoup d'échanges commerciaux entre le Vermont et le Canada. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'approvisionnent chez nous. Alors oui, il y a du mécontentement, mais il y a aussi des craintes, de l'inquiétude parce que les gens d'affaires du Vermont savent, Mathieu, que ça va avoir un impact important sur l'économie de leur État, que ça va faire éventuellement grimper les prix, que ça va créer également de l'inflation. J'ai rencontré Kevin Meyer. Lui, c'est le grand patron de Vermont Frame. C'est une entreprise, Mathieu, qui fabrique des structures de bois pour des résidences, pour des commerces. Et lui, il y a 30% de ces structures de bois qui sont fabriquées avec, justement, du bois canadien. Alors, il trouve la décision de Donald Trump complètement ridicule. Et ce qu'il me disait hier, c'est que les entreprises au Vermont, Mathieu, n'auront pas le choix. Elles vont refiler la facture aux consommateurs américains. On l'écoute. Je trouve que c'est idiot parce que cette augmentation des coûts va tous nous frapper. Il n'y a personne qui peut absorber une hausse de 25 % de la matière première. Et ça va faire monter les prix pour tout le monde. Et tout le monde va perdre. Et quand j'étais dans son usine hier, là, quand j'étais avec Kevin Meyer, Mathieu, il m'a montré une facture de 4 000 $ d'un client qui a acheté une structure fabriquée justement avec du bois canadien. Le contrat, Mathieu, il est signé. Le contrat, il est terminé. Ce qu'il me disait, c'est que dans ce cas-là précis, eh bien, il devra absorber le tarif de 25 %, c'est-à-dire là, 1 000 $. 1 000 $, donc, de moins dans ses poches. Il craint aussi que ces nouveaux tarifs sur le bois canadien, entre autres, ça fasse grimper le prix des maisons au Vermont et que ça accentue aussi la crise du logement que vit cet État, comme on le vit au Québec, au Canada. Oui, les entreprises aussi du secteur de l'énergie sont touchées. Préoccupation par l'imposition de tarifs. Dans leur cas, c'est 10 % là, dont Trump a parlé. Donc, 10 % d'imposition de tarifs sur ce qui est de l'énergie. Oui, ça les préoccupe également parce que le Vermont, Mathieu, dépend en grande partie du Canada pour son approvisionnement en énergie, que ce soit pour le pétrole, mais également pour le gaz naturel et l'électricité là, qui proviennent du Québec. J'ai parlé avec Mac Cota, il représente le secteur pétrolier gazier ici au Vermont. Lui affirme que cette décision, ça va faire grimper les prix, ça va créer de l'inflation. On l'écoute. Environ le tiers de notre approvisionnement en énergie, l'huile à chauffage, le propane, le kérosène, le diesel, l'essence, vient du Canada. Le quart de notre énergie provient d'Hydro-Québec et presque tout notre gaz naturel vient du Québec. Et tout ça, ça va être touché par des tarifs de 10 % et la facture va être refilée aux distributeurs et aux consommateurs. Oui, le sénateur démocrate, lui, du Vermont, qui a organisé une rencontre avec le milieu des affaires la semaine passée, justement pour discuter du dossier. Oui, de leurs préoccupations. Il y a une dizaine de personnes qui ont participé à la rencontre, Mathieu, dont Roch Gaulin de H2O Innovation. C'est une multinationale qui est présente au Canada, au Québec. Il y a 3 usines aux États-Unis, dont une au Vermont. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il n'y aura pas le choix. Il devra trouver des fournisseurs aux États-Unis. On l'écoute. On n'a pas le temps, malheureusement, de l'écouter. On va se laisser là-dessus, puis on se reparlera dans les radiojournaux. On vous fera entendre ça dans les radiojournaux un peu plus tard. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous d'être à l'écoute. Bonne journée. Moi, j'ai 2 garçons.
qui ont eu la chance d'évoluer, qui évoluent encore aujourd'hui dans la LHJMQ. C'est vraiment une fierté, comme maman, d'avoir vu mes 2 garçons évoluer dans cette ligue-là. L'encadrement qui est fait du côté pédagogique pour mon fils est exceptionnel. On a un suivi là, comme parents, c'est très, très sécurisant. Je suis vraiment fière de voir mon fils évoluer sur l'aspect hockey, mais surtout sur l'aspect humain. Si c'était à refaire, je reverrais encore mes 2 garçons dans la LHJMQ.